Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce troisième bis épisode du Cozy Podcast, le podcast de la librairie Nilmé, où on parle de livres et où on blablate. Donc, la librairie Nilmé, c'est une librairie située à Rennes, au 47 boulevard de la Liberté. Aujourd'hui, je suis avec Christine. Bonjour. Julie. Bonjour. Les deux co-gérantes de la librairie, et également avec Sanoé. Bonjour. Donc ce podcast, c'est un podcast un peu particulier, c'est une sorte d'extension du podcast du mois dernier. Ici, on va un peu plus parler en détail du travail d'autrice, du travail d'illustratrice, des rapports avec les maisons d'édition, de comment ça fonctionne, globalement un petit peu plus. Voilà, je pense que C'est une bonne introduction. c'est une bonne introduction. C'est fou de toujours se tourner vers sa patronne pour être sûr qu'on dit pas n'importe quoi. Mais je pense qu'on est pas mal. Globalement, on va très vite te présenter, histoire que, même si ça fait un mois que l'autre podcast est sorti, histoire que les gens ne soient pas perdus. Donc Sanoé, tu es illustratrice, autrice de livres, et tu es notamment connue pour Mémoire de la forêt, Maléfice. Bref, je te laisse te présenter, tu sauras mieux. Je crois que t'as tout dit. Peut-être, j'ai peut-être un peu vendu la mèche, j'avoue, je suis désolée. Oui, je suis illustratrice pour la jeunesse et la bande dessinée. Voilà, pour des séries BD telles que Maléfice, Lumière. Et pour la jeunesse, je travaillais avec Nathan et notamment avec l'école et loisirs pour la série Mémoire de la forêt. Globalement, si vous voulez retrouver un peu plus en détail le parcours de Sophie, comment elle est devenue illustratrice, comment elle est rentrée dans ce monde-là, etc. On parle d'un peu plus tout ça dans dans l'épisode 3 de ce podcast. Globalement, j'ai plusieurs petites questions à te poser, un petit peu sur ton travail illustratrice, tes rapports avec les maisons d'édition. On a effleuré le sujet, comme dit au podcast précédent, mais la première question que moi j'ai, en tant que néophyte un peu de ce monde, c'est comment tu te retrouves à travailler sur un projet. Est-ce que tu bosses à la mission? Est-ce que tu bosses... Est-ce qu'il y a des appels d'offres? Est-ce que c'est toi qui contactes les maisons d'édition? Comment ça se passe? Là, du coup, ça dépend beaucoup de projets. Okay. Et puis, on va dissocier tout ce qui est le travail de roman et le travail en bande dessinée. Ouais. Effectivement, en bande dessinée, il est plus fréquent qu'il y ait un duo créateur à la base, scénariste, dessinateur, des fois coloriste, des fois, voilà. Des fois, c'est plus qu'un duo, c'est une grosse équipe. Et des fois, oui, c'est ou une personne toute seule qui fait son scénario et ses dessins. Et là, en fait, il vient une démarche vers les éditeurs d'envoi de dossier. Donc, un dossier, c'est constitué du scénario ou du synopsis détaillé, on va dire, d'une note d'intention, en fait, pour dire où on va avec le projet, quelles sont les intentions des auteurs, en fait, dessus, et qu'est-ce qu'ils veulent raconter, en fait, et comment ils veulent le raconter. Et de quelques pages, donc du storyboard un petit peu, et quelques pages couleurs, histoire de voir à quoi, en fait, graphiquement, ressemble la création, la bande dessinée, ou le roman graphique, ou l'album illustré aussi, puisqu'il existe, c'est le même principe pour des albums. Et puis, voilà, on va à la démarche, on envoie des mails, on rencontre pendant les salons des éditeurs, on en discute... pour que le projet aboutisse peut-être à un contrat, une signature et du coup à la réalisation. C'est le cas aussi des fois de commandes, c'est-à-dire d'éditeurs qui ont une envie particulière de développer des titres spécifiques dans une collection spécifique et qui viennent en fait un peu démarcher en fait des auteurs pour savoir est-ce que tu serais disponible telle date pour une réalisation de bande dessinée avec le scénariste en fait qui est en contact avec la maison d'édition et qui va faire cette démarche là. Et c'est vraiment plus le cas pour le coup avec les... Donc oui, en roman en fait, à l'inverse, ça va être plus des maisons d'édition qui vont venir nous chercher parce qu'ils ont besoin d'une couverture ou d'une couverture et de quelques illustrations. Maintenant, effectivement, on voit beaucoup de romans, on va dire, pour première lecture, qui vont faire en fait le lien entre l'album illustré qu'on a quand on est petit, pas passer directement au gros pavé de lecture sans qu'il y ait d'illustration. Maintenant, il y a vraiment toute maison d'édition développe ses romans illustrés, et donc là, on a un travail illustratif un peu plus important à faire. Ouais. Mais du coup, ils viennent nous chercher et tout notre rapport se fait avec la maison d'édition qui, des fois,
et des fois pas, mais ils demandent aux auteurs leur avis. Enfin, ils font une sélection. En fait, quand je discute avec les auteurs, on a eu le choix entre plusieurs illustrateurs, on a choisi. Et puis des fois, on a des croquis qui viennent, mais des fois un peu moins. Donc, et des fois, ils voient juste la version finale, et puis voilà. Et des fois, ils ont un peu plus de pouvoir et ils donnent vraiment leur avis. Et cet avis est transmis, pareil, par la maison d'édition. Voilà. Justement, tu parles un peu de l'avis de l'auteur sur les illustrations, etc. Moi, je me demandais, est-ce que toi, en tant qu'illustratrice, des fois, tu as un regard sur le scénario? Peut-être plus en bande dessinée, du coup, pour le coup? Alors, plus en bande dessinée, effectivement. Ouais. En bande dessinée, c'est plus... il m'est amené, en fait, juste parce que la bande dessinée, c'est, on va dire, un compromis entre deux narrations différentes, une narration visuelle et une narration textuelle. Et des fois, j'ai besoin de un peu plus d'espace ou un peu moins d'espace pour certaines choses. En fait, le dessin, on peut pas prévoir. Enfin, nous, on va le faire parce qu'on dessine, mais effectivement, à l'écrit, au départ, suivant telle personne, le dessin va plus parler des fois que le texte, donc on va un petit peu modifier certaines choses. Donc c'est un équilibre qui est constant. D'ailleurs, en bande dessinée, le travail textuel se fait jusqu'à au dernier moment, quoi. Au dessin final, après, il y a un gros retravail aussi. Qu'est-ce qu'il est bon de dire, qu'est-ce qu'on peut enlever, parce que le dessin, on dit déjà bien assez. Donc en fait, cet équilibre-là est constant. Le roman, j'ai le roman, je n'ai pas de... Voilà. Oui, voilà. Il y a effectivement plus... on va dire que des fois j'ai des petites questions pour Mémoire de la forêt où Michael me dit désolé, tu vas souffrir. il y a des scènes difficiles à dessiner, mais ça va. Je lui dis non, mais vas-y, je trouverai toujours une solution. Mais effectivement, tout ça, c'est pas mon... Voilà, c'est l'auteur, c'est son jardin créatif. Je n'ai pas... en tout cas, dans la création, je n'ai pas à intervenir, ce n'est pas moi. Dans les romans, en tout cas, c'est pas... Voilà. Mais effectivement, la BD, oui, c'est autre chose, quoi. Mais justement, j'ai 2 questions qui découlent de ça. D'abord, concernant plus ce qui va être roman. Par exemple, parce qu'on parlait de Mémoire de la forêt, sur un Mémoire de la forêt, est-ce que, par exemple, on te donne, par exemple, le script, le scénario, le script, oui, du roman, etc. Et est-ce qu'on te dit déjà quelles sont les parties que tu dois illustrer? Ou c'est toi aussi qui choisis un peu quelles parties sont à illustrer et tout? Alors, Mémoire de la forêt, du coup, la première fois que j'ai eu ça, c'est qu'on est vraiment dans un choix collégial, en fait, sur les illustrations, les choix d'illustration. En fait, il existe une première version, le premier manuscrit qu'a écrit Michael, que moi je lis parce que c'est intéressant d'en savoir un peu plus dans son univers, même s'il y a des choses qui vont pas être choisies, qui vont être coupées par notre éditeur. Mais à la fois, moi, tout ça, ça m'enrichit en fait en termes de visuel. Notamment dans la première version, il y a des chapitres qui ont été enlevés de personnages qu'on ne croisera jamais. Voilà, il y avait un chapitre sur la mère adoptive de Rousseau, par exemple. Et du coup, c'était très mignon. Voilà, il y avait des choses assez touchantes, mais finalement, ça m'a permis de comprendre un peu plus ce personnage-là. Voilà, quoi. Enfin, ça a été retravaillé, c'est un peu plus court dans le roman, mais effectivement, il y a des contraintes en termes de, suivant les collections, de pagination, de signes, tout ça. Donc il faut... Puis on choisit l'essentiel pour que la lecture soit agréable. Et entre le choix de création et on va dire de ce qu'il faut que ça rentre dans un livre. Voilà. Et au terme des illustrations, donc le premier manuscrit, je le lis, je fais souvent la couverture avec ce premier manuscrit, parce qu'il n'y a pas grand-chose qui change. Voilà, quoi. C'est plus, effectivement, c'est plus une question de narration équilibrée qui est posée, plus qu'une question de changement complètement de personnage. De personnages principaux. En principe, on ne change pas. Et puis, ensuite, ça me laisse le temps que je fasse la couverture et tout ça, ça me permet... ça permet qu'ils travaillent en même temps, donc l'éditeur, Loïc et Michael, l'auteur, de faire la version, en fait, voilà, la version qu'on va retrouver, en fait, en roman. Et là, on s'isole un petit peu, puis chacun marque, chapitre 1, ça serait bien d'illustrer ça. Parce que je sais que j'ai tant de chapitres, j'ai tant de cabochons. Cabochon, c'est la petite illustration qui orne le chapitre. Et après, c'est une espèce d'équilibre entre des grandes illustrations, des petites illustrations, voilà.
Et c'est vraiment, au départ, c'était censé être qu'une illustration par chapitre, mais en fait, j'ai un peu débordé. Ils m'ont laissé un petit peu le choix. Et en fait, je pense qu'il y avait vraiment cette volonté de rentrer dans l'univers, de pas être dans une économie d'illustration, mais de vraiment d'englober tout ça, en fait, par rapport à ça. Et donc, on se réunit tous les trois et on prend un petit peu de temps. Et donc, qu'est-ce que tu vois pour ce chapitre-là et chacun te dit... Souvent, on a les mêmes idées. Enfin, en fait, dans l'habitude en fait, d'illustrer, on sait quels moments sont clés à illustrer et c'est intéressant. Et on essaie d'équilibrer des choses, en fait. Par exemple, sur Cabochon, on a montré de la nourriture, après on montre un objet ou un personnage. Enfin, voilà. On fait une espèce de rythmique là-dessus. Il y a par exemple, dans un des passages du tome 1, c'est un moment où on découvre un orchestre et il y avait un côté musicalité un petit peu de faire de choisir des personnages qu'on voit un petit peu partout en haut, en bas des pages. Voilà. Donc il y a vraiment une réflexion par rapport aussi à la lecture. Et le tout, c'est d'équilibrer tout ça, quoi. Et c'est rarement le cas. En ce moment, moi, j'ai plutôt des listes de choses à faire. Voilà, c'est plutôt de la commande, mais c'est vraiment, j'ai la description de ce que je dois illustrer et je dois m'arrêter là. C'est plus une idée de technicienne. Plus que voilà, on va me laisser beaucoup moins de créa à faire dessus. Et du coup, un peu la même question, mais pour la bande dessinée, du coup, déjà, alors là, je suis une bille totale, hein, je n'ai aucune connaissance en rien. Quand on me donne un script de bande dessinée, est-ce que déjà ça ressemble à un script de roman ? Tu vois, c'est un peu une question que je me suis toujours posée. Est-ce que, tu vois, physiquement... genre, est-ce que c'est du texte ou est-ce qu'ils ont déjà mis les bulles Alors là, j'ai eu un peu de tout. J'ai eu vraiment pour Lumière ou pour Le Silence et l'ombre, j'avais un scénario qui était très découpé. Bon, Silence et l'ombre un peu moins parce qu'il y avait beaucoup moins de cases, mais par contre, je savais qu'est-ce qu'il y avait par case, quelle intention en fait le scénariste voulait y mettre. Lumière, c'est pareil, j'avais même l'angle de vue et tout ça. Mais même si j'ai cette description-là, je peux proposer des choix aussi par rapport à si en fait, en termes de mon dessin, c'est plus approprié de passer par autre chose, par un autre angle et tout ça. En fait, tant que ça sert le propos du livre, il n'y a pas de souci. En fait, je n'ai jamais tombé sur un scénariste qui me dit non, t'as tort, faut que tu recommences tout, ça va pas du tout. Non, en principe, c'est vraiment... pour qu'un livre se passe bien, c'est dans l'écoute. Donc voilà, on peut être pas d'accord des fois. Effectivement, ça m'est arrivé de pas être d'accord plus en roman qu'en BD. Mais en BD, on m'a quand même laissé un petit peu plutôt libre en fait de mes choix en fait. Et puis après il y a tout le travail avec Elsa où on est vraiment et même je dirais Mémoire de la forêt où j'ai pas du tout de case 1 il se passe ça, case 2 il se passe ça, j'ai ce qui se passe dans une page. Et après, voilà, je suis libre. Alors il y a des inconvénients et des avantages dans les deux. Dans un, ça va me donner beaucoup plus de travail que dans l'autre. Un travail qui est agréable à faire, mais finalement, ça se répercute aussi sur mon temps de travail. Forcément. Et dans l'autre, j'ai pas à réfléchir et voilà. Mais effectivement, mon impact personnel est beaucoup moins dans ces BD. Voilà. Donc c'est suivant ce qu'on a envie de faire et défendre en fait dans certains projets. C'est fou, c'est hyper différent de tout ce que j'imaginais. Enfin, vraiment, j'imaginais vraiment un manuscrit comme un bouquin et après tu faisais un storyboard. Enfin, vraiment si loin de... Non, c'est une écriture totalement différente. Et d'ailleurs, c'est la première... c'est des fois une erreur, c'est que j'ai reçu des manuscrits comme ça, qui étaient très dans le littéral écrit, vraiment d'un roman. Et là, il se passait 50 actions dans une page et tu dis, c'est pas possible. Déjà, ta page, elle fait deux pages. Enfin, tu dis, non, ça va pas le faire. Autant, quand c'est réfléchi, quand la personne a réfléchi à mon découpage, même si elle a pas mis case par case, a pensé à vraiment... vraiment comment ça se passe. Déjà, ça se passe en double page. En fait, on réfléchit toujours en double page parce que c'est une lecture quand on ouvre. En fait, on a une double page en fait dans les yeux. Donc, et surtout en écriture BD, ce qui compte aussi, c'est quand tu tournes la page. En fait, tu fais certains événements en fait, parce que tu joues sur le fait que ça coupe en temporalité et que donc ça, c'est toute la théorie de la BD. En fait, il y a plein. Tu joues sur du temps qui se passe. Et même du temps physique, en fait, et tu vas t'en servir pour ta narration. Et donc ça, si tu l'as pas déjà analysé, compris et tout ça, bah, tu vois la différence entre ceux qui savent, en fait, comment ça fonctionne la BD
Et ceux qui pensent que c'est juste un roman un peu plus court, et Oui. voilà, quoi, c'est un peu plus compliqué, quoi. Voilà. Ok, super intéressant. Ok, donc on a un peu parlé de ta manière d'aborder les scripts, les scénarios, tout ça, du travail avec les auteurs et les autrices avec qui tu bosses. Mais c'est vrai qu'il y a un tierce partie dont on a déjà un peu parlé, qui est la maison d'édition. Donc pour le coup, on a un peu parlé de comment ça se passait en termes de mission, d'appel d'offres, etc. Est-ce que tu as toujours un... Je suppose que tu as toujours un rapport très proche. Est-ce que tu as déjà un éditeur attitré? Est-ce qu'il y a toujours quelqu'un vers qui tu te tournes? Ou est-ce que, selon le projet, ça peut changer au sein même d'une même maison d'édition? Eh bien, oui, alors moi, je me suis toujours basée sur le projet emmène une maison d'édition. Et pas... alors, je sais pas si c'est moi ou c'est parce qu'ils n'ont jamais voulu me garder. ça, c'est autre chose. Mais non, effectivement, la toute première fois, quand on a fait la première BD, en fait, avec les Abordiers, la Grande Ourse, effectivement, on va dire... Enfin, je trouve ça normal. On leur avait proposé Maléfice, mais en sachant très bien que ça n'allait pas du tout rentrer dans leur maison d'édition. Mais... voilà, par respect, par travail qu'on a effectué, on a quand même fait ça. Et après, nous, on savait déjà où est-ce que ça allait. Enfin, on savait déjà où aller taper, en fait. Parce que, effectivement, tu fais certaines thématiques, emmènes certaines collections dans certaines maisons d'édition. Ouais. Et pour nous, c'était ça. Effectivement, il y a des artistes et des auteurs de BD qui restent éternellement à la même maison d'édition. Et qui peut... Alors, je sais pas si c'est parce que leurs livres sont dans une même thématique et c'est quelque chose qui est récurrent, où vraiment ils ont leur éditeur qui, en fait, du coup, les garde. Voilà. Moi, j'étais vraiment pendant très longtemps un électron libre par rapport au projet. Et comme après, Maléfice, ça a été des projets comme Le Silence d'ombre et Lumière, c'était dans le même type de cadre, c'était des scénaristes qui travaillaient déjà dans d'autres maisons d'édition complètement différentes, qui sont venus me chercher avec leur éditeur. Du coup, voilà quoi. Oui, c'est, moi, le but du jeu, c'est quand même que c'est mon métier principal, donc c'est quand même un. Voilà, je dois souvenir à mes besoins, donc je n'ai pas ce regard-là de me dire je vais rester. Voilà. Alors après, la question se pose maintenant avec Mémoire de la forêt et l'école et loisirs. Évidemment, moi, j'ai beaucoup aimé le travail avec notre éditeur. Et j'aurais envie de rester, effectivement, voilà. Effectivement, la bande dessinée Mémoire de la forêt, on ne pouvait pas ne pas la faire à Rue de Sèvres. Voilà, Sèvres étant l'éditeur BD rattaché à l'école et loisirs. Donc, le pont se fait, voilà, c'est ce qui est normal, en fait, ce qui est logique. Et d'autres projets que je suis en train de monter sont plutôt ailleurs, donc certains sont encore à l'école et loisirs, certains sont ailleurs, donc je sais pas, j'ai l'impression de dire que c'est plus les projets qui m'emmènent quelque part, mais là je pense que je vais être aussi en démarche de changer aussi de pays, de travailler à l'étranger. En fait, j'ai vraiment une envie de chercher, je suis en charge d'agent en fait pour l'étranger. Parce que j'ai envie de tenter d'autres choses et de voir comment on travaille aussi ailleurs. Voilà, donc je sais pas, c'est vraiment... là, je parle de moi, mais c'est vrai que je crois que beaucoup d'auteurs qui sont toujours dans la même maison d'édition, donc je ne sais pas comment ils ont fait. Je pense aussi que c'est ce que tu disais, c'est qu'en fait, toi, tes projets, ils sont différents les uns des autres, et du coup, c'est vrai que ça correspond pas forcément toujours à la collection qui est en cours chez l'éditeur. Ouais. Donc c'est assez logique que tu changes de maison d'édition. Peut-être que ceux qui y sont toujours, c'est des... Enfin, en tout cas, moi j'ai l'impression que les illustrateurs qui sont dans les mêmes maisons d'édition depuis des années, ça fait déjà 20 bonnes années qu'ils y sont. Donc peut-être qu'on ne travaillait pas pareil il y a 20 ans. Peut-être que c'est un peu comme le système de travail à l'heure actuelle. On rentre dans une entreprise et on y reste pendant... Enfin, il y a 20-30 ans, c'était ça. On rentrait dans une entreprise, on y restait 30 ans. Peut-être que c'était un peu ce fonctionnement-là. Je pense, à l'ancienne, oui, effectivement. On retrouve effectivement les auteurs de BD qui sont un peu plus âgés, de génération un peu plus ancienne. Effectivement, c'est ce côté-là où ils ont... comme on ne change pas de boîte, voilà. Mais il existe des jeunes illustrateurs qui restent vraiment que dans... que dans une maison d'édition. Ou moins en jeunesse. En jeunesse, je pense qu'on a tendance à bouger parce que c'est des projets courts. Donc du coup on est obligé quand même de changer de maison d'édition, de diversifier.
en BD, effectivement, je trouve des auteurs qui signent que par l'éditeur. Peut-être c'est une rencontre aussi, un éditeur, c'est ça aussi. aussi. C'est peut-être des rencontres, et à chaque fois je vois comment Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre, Oui, la vie est une rencontre. Exactement. Et c'est peut-être une rencontre, et aussi peut-être des conditions qui leur correspondent au Oui. niveau financier, au niveau échange et travail aussi, possibilités. Oui, et puis même les éditeurs sont amenés à changer. En fait, il y a, au sein d'une maison d'édition, les éditeurs, il y a un peu un... comment dire, il y a des éditeurs qui partent, qui arrivent, ils restent pas non plus eux-mêmes toute leur carrière dans le... Certains sont là depuis très 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 longtemps, mais je m'aperçois qu'il y a des jeunes éditeurs qui aussi tâtonnent un petit peu pour trouver la maison d'édition qui leur correspond, ou ont leur maison d'édition ont trouvé et ils sont très bien. Mais du coup, suivant comment aussi on les... suivant leur niveau aussi, les éditeurs, ils n'ont pas le même impact en fait dans une maison d'édition. Les éditeurs juniors, comme des éditeurs qui sont là depuis très longtemps, ils n'ont pas les mêmes enveloppes aussi en fait en termes de projet. Ils peuvent signer pour des enveloppes plus ou moins grandes en fait. Quand je dis enveloppe, c'est de l'argent qui est emmené en fait par chaque livre. Donc, je pense que c'est déjà tellement variable en fait suivant quel éditeur on a dans une maison d'édition. Par exemple, on ne parle pas en termes de maison d'édition de prix, c'est par rapport à l'éditeur, en fait, qui a un prix différent, en fait. D'accord. Voilà. Il m'est arrivé de croiser, d'avoir de la même maison d'édition, 2 éditeurs différents avec un projet de livre qui n'ont pas du tout le même tarif, en fait. D'accord. Voilà. Mais peut-être qu'on peut en parler, si toi tu es d'accord, nous expliquer un peu comment ça fonctionne, parce que souvent, on connaît un peu la chaîne du livre, on sait que les auteurs sont souvent ceux qui touchent le moins sur le livre, on va pas se mentir, mais on entend souvent des pourcentages et des histoires d'avance. Mais est-ce qu'il y a des règles de base, et après tout évolue en fonction des maisons d'édition ? Alors non, il n'y a pas de règle. En fait, comme rien n'est écrit, en fait, dans le droit français, l'œuvre est protégée, mais pas l'auteur, en fait, en gros. Et le statut qu'on a artiste-auteur n'a pas de vraiment protection en lui-même. Et donc, du coup, tout est ouvert, en fait. C'est-à-dire qu'on peut avoir tout et n'importe quoi comme proposition. Après, effectivement, une maison d'édition, plus elle est importante, plus elle a déjà de quoi diffuser, de quoi, voilà, qui est là implantée depuis quelques années. On attend d'elle un petit peu un tarif un peu différent que, effectivement, une petite maison d'édition qui n'a pas de diffuseur, quoi. C'est pas du tout la même chose. Et mais même là, en fait, on s'aperçoit des écarts énormes. Alors, effectivement, au départ, nous ne sommes qu'un chiffre. En fait, on est des auteurs qui sont des chiffres de vente. En fait, on nous accorde, en fait, tel auteur vend tant de livres. Donc, du coup, je peux payer tant, voilà. Parce qu'on ne vendra peut-être pas plus de son livre prochain. Oui, on est voilà. sûr. Et au final, dès qu'effectivement, on fasse un livre se vend un peu plus, l'éditeur va peut-être vendre, voilà. Et puis après, c'est aussi une forme de négociation, quoi, qui se fait. Si l'auditeur a vraiment envie du projet, mais que l'auteur, lui, trouve que c'est pas assez pour faire son projet, il peut dire non. En fait, voilà, quoi. Et des fois, l'éditeur revient, et puis en fait, c'est là où chacun va pouvoir aller au maximum. Voilà, c'est le jeu de la négociation. Après, il m'est arrivé d'accepter des choses que je trouvais trop basses, mais parce que je pariais sur des choses. Voilà, c'était un pari. Mais en fait, t'as un pari de base, c'est-à-dire qu'à un moment déjà, il faut vivre, donc des fois, il faut accepter plus bas en espérant que la vente sera peut-être plus forte derrière. Mais je peux pas toujours faire ça, parce que c'est pas comme ça qu'on... Voilà, et le poids, il n'est pas apporté que des auteurs, même si les éditeurs disent qu'ils portent beaucoup de poids, au bout d'un moment, si eux, ils sont... Voilà, quoi, ils ont... Et il faut qu'ils y croient aussi, quoi. S'il y a, c'est pas de mise, parce que du coup, c'est combien on s'aperçoit que les éditeurs ont des budgets comme pour certains livres, mais pas pour d'autres. Donc ça veut dire que déjà, ils croient pas vraiment à votre livre. Donc bon, on sait très bien qu'on va avoir juste la valoir et il va pas y avoir une émulsion par rapport à ça. Et d'autres, effectivement, ils misent bien et c'est chouette. Enfin, voilà. Donc c'est très variable et voilà, quoi. Je dirais, il n'y a pas de... Il n'y a pas de règle. Ouais, c'est ça le problème. Tu viens de dire un mot, la valoir. Ouais.
qu'est-ce que c'est ? Ah, la Valois, oui. Bien sûr, un livre, par exemple, une bande dessinée à 14 €, quand on le divise en camembert, donc en fait, sur ces 14 €, il y a une part qui va à l'éditeur, à l'impression, au diffuseur. Le diffuseur, c'est celui qui fait le lien entre l'éditeur et le libraire. Donc, le libraire a sa part. Et l'auteur, en fait, c'est des pourcentages. Donc, voilà. En France, un livre, pour un auteur, en fait, sur un livre, on a entre, on va dire, 8-10% pour ce livre, mais qui est divisable s'il y a plusieurs auteurs. Évidemment. Voilà. Par exemple, la part va être plus importante quand ça va être un roman à l'écrivain, ce qui est normal, et un peu moins à l'illustrateur. Voilà. Donc et ça s'inverse un petit peu, pas forcément en BD, mais ça s'inverse un temps, et après ça revient 50-50 pour la BD. Et donc des fois, on se retrouve avec une variable entre... Des fois, j'ai eu 1%, comme j'ai eu 4%, enfin voilà quoi. C'est vraiment, ou 6% quand je fais de la BD, ou 8%, des fois ça m'arrivait d'avoir donc 1% de 14, oui, je vous laisse calculer, hein. c'est pas énorme. Ouais. Et donc la valoir, ça va dire que tu vas avoir un argent en avance sur ce pourcentage-là. Ça veut dire que, par exemple, pour une petite couverture ou une couverture avec un peu d'illustration, je vais être payé 2500 €. 2500 €, ça va être les 1%, 2% sur les premiers livres vendus. Oui. Voilà. Donc il faut calculer une sorte de vente, une sorte d'avance sur les ventes à venir. Oui. Donc il va falloir attendre quelques ventes de livres pour atteindre en fait ce qu'on appelle le remboursement de cet avaloir. Ouais. Voilà, qui se rembourse sur les ventes. En fait, c'est pas nous qui remboursons. Sûr, pour passer après que ces 2%, on les touche nous-mêmes en fait. Ouais. C'est-à-dire, et on les touche 1 fois à 2 fois par an, puisque c'est quand on a nos relevés de droits que l'éditeur nous dit, on a passé tel palier, donc on a vendu, je sais pas, 5000 livres, à partir de 5000 livres, tu touches tes droits d'auteur, voilà. Et si tu en as vendu 6000, il va te donner les 2% sur les 1000. En sachant que 5000, c'est pas pour chaque livre, c'est en fonction du livre et des éditeurs. Exactement. Et de l'avance que tu as eu. Effectivement, alors c'est plus, effectivement, 3, 5000, 6000 pour des romans. Ok. Ça va l'être plus dans les 15 000, 20 000, 10 000 sur une BD. Ça dépend combien combien tu as négocié ça. Il existe aussi une sorte de fixe. Le fixe, c'est quelque chose qui ne rentre pas dans la valoir, mais qui t'est donné. Par exemple, tu peux être payé en fixe pour la couleur. Ce qui m'est arrivé, en fait, de négocier ma couleur où je négocie le travail du storyboard et du dessin en avaloir, mais le fixe étant en couleur. Voilà. Et des fois, il y a une idée de forfait, parce que du coup, dès qu'on passe une certaine pagination, les éditeurs ne parlent plus de temps par page, mais de forfait global, qui inclut la couverture et tout ça. C'est pareil, des fois, ça arrive de négocier la couverture aussi différemment. Voilà. Donc, chacun y fait un petit peu son... Voilà. Voilà. Et donc, la valoir, oui, c'est cette somme-là qui va te permettre de vivre pendant la réalisation du livre. Ouais, c'est ça. Un peu, voilà. Si tu es bien organisé, oui, ça peut fonctionner, suivant combien tu as eu d'avaloir. Parce que si tu as un avaloir pour une BD de 3 000 € et que tu mets 2 ans à la faire, ça va être compliqué. Oui, ça va être très compliqué. Voilà. Ou alors, il va falloir que tu enchaînes d'autres productions, donc la BD va prendre encore plus de temps. Enfin, voilà. Et donc, que si tu as une avaloir de 20 000, c'est beaucoup plus... Oui, voilà, c'est beaucoup plus... Là, c'est plus envisageable de pouvoir vivre le temps de la réalisation. Et avec beaucoup de chance, ton succès fait que tu dépasses en fait ce pourcentage-là, cet avaloir-là, et tu commences à toucher des droits d'auteur. Alors malheureusement, c'en est très peu dans le circuit. C'est plus rare sur la quantité d'auteurs. De toucher des droits d'auteur, c'est pas forcément évident. Il est dans certaines branches plus évident que d'autres. J'ai l'impression par exemple en roman c'est plus évident par exemple qu'en BD. J'ai l'impression, après je peux me tromper, mais effectivement c'est pas c'est pas gagné. Des fois en fait un auteur peut ne vivre exclusivement que d'avaloir, c'est-à-dire re-signer des projets, les monter, puis le livre sort et puis et on est d'accord que ce fameux avaloir, si par exemple tu touches 3 000 € pour ta BD et que tu as un palier de 10 000 à atteindre pour avoir des droits d'auteur,
tu les atteins jamais, malheureusement. Cet avaloir, à aucun moment, il est imputé derrière. C'est-à-dire que l'éditeur ne peut pas te demander de remboursement, c'est quelque chose qui est négocié en avance. Et, Voilà, c'est ça. En sachant que l'éditeur... Pour moi, ça me semble évident, mais je préfère demander. Mais j'avais la même question. Non, mais c'est vrai que c'est pas... C'est comme on parle de avaloir et des fois de remboursement, on a l'impression qu'on doit rembourser à l'éditeur. Oui, Non, effectivement, c'est un remboursement qui se prend sur les ventes et pas sur en vrai. Effectivement, l'avaloir n'est pas rendu en fait si tu n'atteins pas le seuil de voilà, parce que le seuil n'est pas le seuil de remboursement total du livre pour l'éditeur. Okay. Déjà, parce qu'en fait, il n'a pas besoin d'attendre 10 000 pour être remboursé sur l'investissement qu'il a fait de son livre. Des fois, il est beaucoup moins, en fait, quand tu calcules le taux d'impression, l'impression, tout ça. Enfin, tout le package, en fait, il lui faut beaucoup moins pour en fait, que le livre soit viable financièrement pour lui, mais que tu n'as pas atteint voilà. Effectivement, des fois, et malheureusement, ça arrive que l'éditeur perde de l'argent dessus, mais lui s'équilibre avec des ventes pharaoniques d'un autre titre. Voilà, quoi. Donc, en fait, quand un livre se vend beaucoup, il permet à d'autres livres de voir le jour. Oui, c'est ça, c'est que souvent, il y a des gens, alors je citerai personne, mais il y a une partie de lecteurs qui peuvent cracher un peu sur certains livres qui sortent, que ce soit Lévy, Musso, ou même encore Astérix ou autres, en disant que ça devrait s'arrêter. Mais en fait, c'est des ventes, et c'est des ventes qui permettent à d'autres livres moins connus d'exister en fait sur le marché. Oui, d'une certaine manière, effectivement, il y a ça. Après, c'est pas toujours le cas. En fait, je pourrais te dire qu'une maison d'édition doit faire le choix aussi de titres dans lesquels il s'investit vraiment pour pouvoir vendre au mieux son titre. Voilà, mais c'est pas le choix économique qui fait la plupart des maisons d'édition. Oui, non, c'est pas le marché français, quoi. Voilà. Puis des fois, j'ai l'impression qu'il y a des titres qui sont bons, mais ils sortent pas au bon moment, ils rencontrent pas leur public, alors qu'en fait, c'est des pépites. Et des fois, le succès arrive 4-5 ans après. Et il va se faire par effectivement le bouche à oreille, les libraires, qui sont pour nous c'est la parole du livre en fait, tout ce travail en fait en librairie qui est fait de conseils. Et effectivement, parce que quand on n'a pas d'autre choix de diffusion, en fait, c'est compliqué. Puisqu'un auteur donc on n'a pas d'obligation de promotion, mais quand même on s'aperçoit qu'on le fait parce qu'il n'y a pas ce truc-là qui est fait automatiquement sur le livre. Et puis on fait de la promotion, effectivement, ça a tendance à plus fonctionner, effectivement. Mais c'est un choix, il y a des auteurs qui ne font absolument pas ça, qui n'ont pas de compte Instagram, qui choisissent vraiment de faire confiance aux maisons d'édition et ça suffit. Mais je sais que nous, c'est ce qu'on dit souvent parce qu'en fait, à la librairie, on a régulièrement des auteurs qui sont en auto-édition qui viennent nous voir pour nous proposer les livres, ou en tout cas qui envisagent de publier et qui nous posent des questions. Et c'est ce qu'on leur dit en fait, une maison d'édition souvent apporte de la communication, mais pas tout le temps. Et en fait, ce qui va faire la différence, c'est d'avoir pour beaucoup déjà un réseau via Instagram ou TikTok ou autre, quoi. Nous, on les encourage vraiment à faire ça. Après, je sais qu'il y a certains auteurs pour qui il n'y a pas d'intérêt. Puis ça reste un métier, ça reste chronophage et tout, mais je pense que c'est vraiment important à notre époque d'avoir un premier réseau avant de sortir un bouquin et de continuer à l'entretenir. Tout à fait, ouais. Puis c'est une économie un peu différente, effectivement, et c'est un choix à faire. Par exemple, quelqu'un qui sort un livre auto-édité peut avoir une communauté de 200 personnes qui vont investir en permanence en fait, comme des mécènes en fait, et va pouvoir vivre, mais ça ne va pas dépasser un groupe de 200 personnes. Par contre, effectivement, le choix de l'éditeur, c'est faire le choix que ça soit plus national et que ça va être peut-être pour la même somme, tu vas devoir le vendre à 2000, 3000 personnes pour avoir atteint la même chose. Donc, est-ce que tu fais le choix effectivement de faire quelque chose de plus communautaire par contre tu maîtrises mieux en fait effectivement où l'encouragement va être plus là et effectivement une tonne de métiers qui se rajoutent voilà dans la lancée du livre. Donc soit tu fais choix de effectivement tout ce qui est la contrainte impression, la contrainte diffusion, voilà, je laisse la maison d'édition. Et par contre, effectivement, j'aurais pas cet engouement. Et donc, heureusement, maintenant, avec les plateformes, les réseaux et tout ça, il y a cette possibilité aussi un peu d'aller les deux, en fait. De créer une communauté autour d'un livre, autour de quelque chose. Après, on a le caractère ou pas de le faire. Le temps, l'envie et tout. Ce n'est pas amené à tout le monde de pouvoir communiquer. Ça parle pas à tous et à tout le monde. Et ça, en vrai, il y a aussi un truc très dépendant du style qu'on écrit. En vérité aussi, il y a certains styles littéraires et certaines cibles certains romans qu'on va écrire qui vont cibler un certain public qui est potentiellement moins utilisateur des réseaux aussi. Exactement. Il y a aussi ce côté-là où...
tout n'est pas facile à communiquer, à marketer sur Internet non plus, malheureusement. Non, c'est ça, quoi. Ça quand même si oui, effectivement, ça peut toucher qu'une niche en fait de littérature, voilà, pas le truc au global. Bon, après l'imaginaire, je pense que c'est quand même une niche à ça, hein, clairement, voilà. Mais voilà. Après, c'est plus dans la communication. Est-ce qu'on se sent prêt d'être son propre community manager? Est-ce qu'on a les armes pour ça? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on veut dire plus ou moins? Parce que il y a ce côté emprunt dans du personnel. Est-ce que cette maîtrise-là, de dire, moi j'ai juste envie que ce soit mon travail qui soit reconnu et pas forcément tout ce que j'y mets autour. Oui, pas forcément. Et à l'aise avec ça, en fait, tout simplement. Oui, c'est juste ça, mais bon, voilà, c'est des choix, quoi. J'en profite pour dire que toi, tu as fait le choix d'avoir un Instagram. Ouais. Donc n'hésitez pas, du coup. Je montre pas, effectivement, moi j'ai plus de mal à communiquer sur... je montre beaucoup de photos de mon chat. C'est vrai. Oui, mais le chat est beau. Le chat est beau. Globalement, il y a du chat et des dessins. Des dessins, des fleurs, voilà. Il suffit ça Noé, l'Instagram est cool. Mais effectivement, parler, faire des choses comme des vlogs ou des choses comme ça, c'est pas quelque chose qui m'est... À un moment, tu avais fait des Twitch, non, un peu? Ouais, alors vite fait. Ouais. Déjà, je montre pas ma... Quand tu dessinais... Ouais, mais c'est plus l'idée de... pour me forcer à faire quelque chose que j'aime pas faire. Je dis là, j'étais obligée de le faire. Je me donne tant de temps. Et en fait, finalement, si je donne tant de temps et je parle pas beaucoup, en fait, sur Twitch, je dois avoir 2-3 personnes. Hein. Vraiment, c'est vraiment ceux qui arrivent au... Oh, tiens, tu veux la lumière, là? Et effectivement, ça permet de finir le truc voilà, assez rapidement, quoi. Et puis, j'ai pas ce truc de parler en permanence. Ouais. Aussi, chose que je pense qui est pas très intéressant des fois pour les gens sur Twitch. Voilà. Ouais, c'est pour le coup faire des études de com et c'est mon métier, quoi. Je suis là. Bonjour. C'est vrai que oui, c'est un vrai taf. Tout le monde n'est pas aussi à l'aise que d'autres avec le fait aussi de. Je sais qu'il y a un rapport aussi différent entre montrer son art qui va être publié, sur lequel tu as travaillé, etc. Et des choses aussi. Des fois, tu es obligé de montrer des trucs plus perso aussi, même artistiquement, sur un Instagram, des choses qui sortent de projets, juste... Je sais que sur ton Insta, il y a pas mal de dessins, des originaux qui sont pas forcément liés à un roman, pas spécialement liés à une bande dessinée. Donc c'est aussi montrer un autre pan de ta pratique. Après, c'est une carte de visite aussi pour nous. En fait, effectivement, je peux pas nier. Hein, moi, la plupart des contrats que j'ai eus, c'est via les réseaux sociaux. La première idée, c'était Barbara Canepa m'avait contacté sur Facebook. À l'époque, qui n'existait pas. Instagram était vraiment au tout début. Hein. je suis vieille. Et du coup, et Instagram, j'ai des contrats d'éditeurs qui me contactent dessus. Ouais. Et aussi par rapport à ce que j'ai posté. Je sais que si j'ai posté un dessin, certaines fois j'ai j'ai des messages en fait qui me disent mais tu fais ça, donc est-ce que ça t'intéresserait de faire ça? Donc c'est aussi comme j'ai pas fait le choix d'avoir un site web à côté, d'avoir une voilà quoi, comme un portfolio en fait ouvert. C'est ton book en fait. Voilà, exactement, ouais. Donc c'est important. Moi je le vois plus comme un book effectivement que comme dans les métiers de l'image pour le coup, alors ça doit être hyper différent pour tout ce qui est auteur, autrice. Après, d'un autre côté, il y a aussi, j'y pense parce que voilà, mais il y a aussi l'Instagram de Elsa Bordier, qui à un moment était assez actif, où elle partageait des anecdotes d'écriture, des petits ateliers d'écriture, des choses un peu communautaires, etc. C'est vrai que ça permet aussi de mettre en avant, en tant qu'auteur et autrice, sa sensibilité, son style, et en tant qu'illustrateur, illustratrice, ça permet aussi, oui, clairement, d'avoir un book, quelque chose d'hyper visuel. De toute façon, dans le métier de l'image, c'est assez important de pouvoir avoir ce truc de montrer facilement son contenu. Est-ce qu'il y a des choses que tu déconseillerais aux illustrateurs de faire aux petits nouveaux qui arrivent? Parce qu'on parle toujours de conseils, mais est-ce qu'il y a quelque chose où tu leur dirais vraiment faites pas ça? S'il y a quelque chose qui te vient en tête, hein. Si c'est que des conseils, c'est bien aussi, mais genre, est-ce qu'il y a quelque chose là qui te vient en tête où tu te dis en fait ça sert à rien, ou alors ce sera pas pertinent ou... Après, souvent, ce qui manque, c'est plus de... Non, t'inquiète. Pardon. Souvent, ce qui manque, c'est plus une question de recherche sur l'édition actuelle. Enfin, je vois, c'est souvent ça qui pêche, en fait. Je vois au travers de jeunes illustrateurs que j'ai pu voir. Et surtout de manque, ils osent pas en fait montrer des choses ou ils se
ils ont un peu peur, hein, ce qui est normal au début. Tu as un peu peur de rencontrer des gens, d'aller dans les salons, aller parler aux auteurs, montrer des books, tout ça, c'est quelque chose de compliqué au début. Et donc, du coup, il faut oser. Ok. Ouais, voilà. Vous avez entendu, oser. C'est pas mal comme conseil. Et donc, petite question. On a beaucoup parlé des projets qui t'ont enthousiasmé, mais est-ce qu'il y a des choses comme on en parlait tout à l'heure où parfois il faut enchaîner plusieurs projets, pas forcément des choses qui t'intéressent beaucoup, mais il faut vivre, il faut manger. Est-ce que tu as eu le cas de projets qui t'emballaient pas spécialement, mais que t'es quand même allé Bah oui, en fait, effectivement, dans notre carrière en fait d'illustrateur, je pense qu'il y a des projets qu'on fait sans que déjà c'est pas des projets choisis, et puis il faut bien vivre, donc du coup on choisit plus le fait d'accepter des projets dans lesquels on n'a pas pas mettre en fait le cœur dedans, mais qui vont être... Après, même si c'est des projets comme ça, on essaie de faire au mieux, hein. Clairement, on n'est pas là pour plomber quelque chose, c'est vraiment... voilà, on est là pour apporter quelque chose, donc en fait, tout l'intérêt de notre travail, c'est quand même d'essayer que les gens le lisent, soient attirés par la couverture, donc en fait, il n'y a aucun moment où, même si le projet n'est pas un projet de cœur, à aucun moment je me comporte différemment en fait. C'est-à-dire que j'y mets toute mon expérience, toute ma bonne volonté pour pouvoir le faire, parce que c'est important en fait, on me fait confiance financièrement, donc en fait je vais y aller à fond en fait, par rapport à ce qu'on me demande. J'essaie de comprendre la volonté de la personne et j'essaie d'y aller au mieux en fait, en tout cas. Après j'ai travaillé aussi, je pense que avant de faire de l'illustration pour l'édition, j'ai fait de l'illustration pour des sociétés, en fait, pour de la com interne en fait, de sociétés. Je travaillais avec Engie, SFR et tout ça. et c'était de la com interne, donc c'était des petits schémas et tout en permanence, et donc c'était complètement... voilà, donc... C'était pas mes plus beaux dessins. Clairement, même si j'ai essayé d'y apporter quand même un petit truc sympa dans des bonhommes bâtons. Mais voilà, des schémas d'usine et tout ça. Mais voilà, hyper intéressant. Mais c'était cool, voilà. Voilà, et puis souvent, je rencontrais les métiers en fait, que je devais décrire, ou que... Enfin, souvent, c'est dans la communication RH voilà, d'entreprise. Donc, mais effectivement, même si je dessine du bonhomme bâton, ou même si je dessine des univers qui me sont proches, on reste professionnel et on le fait, voilà quoi. Et ça reste du dessin, on est très content d'en faire. Voilà, c'est le plaisir aussi de dire que chaque matin je me lève et j'y vais avec bonheur, quoi, pas en reculant, quoi. Mais est-ce que tu as déjà refusé des projets quand même parce que le contact passait pas, ou parce que tu voulais pas travailler avec quelqu'un? Oui. Ouais. Oui. Ou que le texte ne m'emportait pas. Oui. Okay. Voilà. Effectivement, j'ai des propositions projets, je dis toujours, je lis en fait. Je lis tout ce qu'on m'envoie s'il n'y a pas de souci, parce qu'on ne sait jamais. Hein, ça se trouve, ça se trouve, j'aurais pu passer à côté du mail, je sais pas, d'Elsa. Voilà, ou ne jamais rencontrer Mickaël. Non, je lis toujours ce qu'on m'envoie. Après, si je vois que je ne peux rien faire avec, ça sert à rien en fait. C'est pas parce que c'est pas un jugement de plus ou moins, c'est juste que moi je me sens pas en fait soit légitime, soit je suis pas la bonne illustratrice pour ce projet. Oui, ce que j'allais dire, peut-être que des fois tu sens que ton univers correspond pas à celui qui est en face, c'est ça? Oui, des fois j'ai des projets qui sont complètement où je pense que effectivement je comprends le fait d'un scénariste ou d'un auteur de vouloir faire son projet, et de taper à toutes les portes, mais sans vraiment voir en fait l'essence de ce que fait l'illustrateur. C'est des fois un peu chaotique, quoi. Je pense qu'on a la même en librairie, on a régulièrement des CV qui sont envoyés et des gens qui passent, et en fait des fois le profil est bien, mais en fait il nous correspond pas du tout. Et donc on se retrouve à devoir dire non, alors on recrute pas, donc voilà, on peut pas recruter, donc vous en faites pas, mais surtout on se retrouve à devoir dire non. Alors les gens des fois le prennent sur leur profil, alors que non, ils sont totalement compétents, mais ils correspondent pas à ce que nous on a comme fond, quoi. Voilà, il est de là des textes en fait, c'est pas un jugement de la qualité d'un texte, il est un jugement de qu'est-ce que moi je peux apporter de texte, si je peux n'y rien apporter, ou si je sens que ça va être trop compliqué. Du coup je sens que s'il y a trop une certaine difficulté, je pense que ça va se voir en fait, donc ça sert à rien de continuer. Et après on va pas se mentir, il y a des projets qui me sont proposés qui sont trop peu payés par rapport à moi. Maintenant je sais combien de temps je mets,
il m'arrive de faire des choix, effectivement, pour certaines maisons d'édition, de dire, bon, je suis pas au ratio, voilà, mais des fois, c'est vraiment pas possible, quoi. Voilà. Ok. Super intéressant. Mais très intéressant. J'en reviens Merci. toujours pas de me dire qu'il y a des types qui bossent chez NJ et qui ont tous les jours devant eux des petits schémas dessinés par Sanoé. C'est super drôle, déjà. Écoute, il y a eu pendant des années de vidéos SFR accessibles en ligne. Elles ne le sont plus, hein. Ils auront fait leur site depuis très longtemps, mais pendant 5-6 ans, tu pouvais cliquer petite vidéo motion design avec mes petits dessins, quoi. Tant de vidéos motion design faites par moi chez Orange quand j'étais chez eux pour de la com interne, pareil. Ah bah peut-être. Tu sais, il y a des trucs trouvables sur internet aussi, mais c'est trop moche pour les montrer à qui que ce soit. Non mais moi aussi, hein, j'ai jamais dit que j'avais fait ça. Et là, dans 3 jours après la sortie du podcast, il y a un mec de chez SFR qui va nous envoyer un mail pour nous dire que retrouver. Eh bien, j'aimerais bien. Écoute, j'aimerais bien parce que du coup, moi, j'ai fait l'erreur de ne pas avoir pu récupérer ces vidéos et voilà. J'ai tout au fond Tu d'un t'appelles quoi, gros ça disque dur, personnellement. Tout est au fond d'un disque dur auquel je ne veux jamais toucher, mais que j'ai au cas où, parce que je me dis, un bout. Puis à un moment, il faut vivre, hein, donc voilà. Oui, mais... Non, mais en fait, en soi, c'était des projets hyper intéressants. Oui, bien sûr. Voilà, mais c'est juste que de mon regard artistique, c'est pas vraiment... Oui, c'est parce qu'il t'anime le plus. Non, forcément. voilà. Mais c'était chouette de travailler avec les équipes. Clairement. Bah écoute... Ouais, est-ce qu'il y a des choses que toi, tu veux rajouter sur le métier d'illustrateur Ah. Son piège. Je sais pas trop. Ok. Sur le moment, on a je peut-être sais fait le pas tour. trop. Hein. Je pense que c'est un sujet sur lequel on pourrait honnêtement parler des heures. Oui. Mais je pense qu'entre les 2 épisodes, on a pas mal ratissé les sujets Ouais, dont je on pense. voulait parler. On a pas mal été là un peu plus dans le fond des choses, dans le fond de comment ça se passe, ton métier finalement. Donc c'était hyper intéressant. J'espère que ça a été hyper intéressant pour vous. J'espère aussi. Tout le J'ai monde. pas dit trop de bêtises. Non. Pardon, mes éditeurs. Pardon. Envoyez-moi des dossiers encore. Je suis prête à Non, travailler. mais par contre, si moi je voulais rajouter, donc effectivement, allez suivre Sanoé sur Instagram. Puis là, vous avez créé quelque chose avec une amie. Oui, tout à fait. On a l'atelier Craquelin. Atelier Craquelin, allez voir. En plus, il y a tout un décor sur l'année du dragon. Donc allez voir ça, c'est vraiment très chouette. Et suivez les projets des artistes parce que entre ce qui sort en librairie et ce qu'ils peuvent vous proposer à part, c'est des fois sur leurs Instagram, c'est des financements Clairement. qui sont dans un temps limité. Et c'est comme ça que vous soutenez encore plus les artistes. Alors, achetez leurs livres, bien sûr, mais sur des petits projets comme ça, c'est là où ils voient si vous les suivez, la communauté, et vous avez souvent des petites pépites. Voilà, donc n'hésitez pas. Vous pourriez avoir un petit original de Sanoé chez vous. Moi, c'est le cas et j'en suis ravi. Ouais, moi c'est le cas aussi. J'en suis ravie. Non, globalement. Ou alors une magnifique tasse de librairie Nilmé. Ah oui, avec bah oui. un dessin de Sanoé dessus, par pur exemple. Toujours faire la com, toujours être un forceur. Un peu. Ça bouffe. Non, mais globalement, merci d'avoir accepté de tourner ces Merci 2 podcasts avec nous. Merci pour ce temps de parole en fait autour des livres et de nos métiers, de nous soutenir, animer hybride de cœur et d'engagement en fait, et ça fait plaisir. Julie, Merci. d'être là malgré la fatigue et la maladie. Merci. Désolée pour les petites coupures, tout. On a eu fait les perdre quelques fois, on l'a ranimé à coups de miel. Merci à Christine d'être là en dépit de la fatigue du lundi matin aussi, très clairement. Puis merci à vous de nous regarder, de nous écouter également. On se revoit très vite pour un nouveau podcast. N'hésitez pas à nous laisser des petits commentaires en dessous celui-ci si vous avez des idées, des avis, des retours, des questions, peu importe. Nous, on prend tout ce que vous pouvez nous retourner. Retrouvez-nous aussi sur Insta, sur Facebook, sur TikTok, @librairie Nilmé. Et retrouvez-nous évidemment au 47 boulevard de la Liberté à Rennes. C'est avec plaisir qu'on vous accueillera et qu'on pourra parler un petit peu de tout ça. À très vite. Salut.